Le 29 août 2005, le sud des États-Unis est frappé par l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire, l'ouragan Katrina. Les États du Mississippi, de l'Alabama et surtout de la Louisiane sont alors dévastés par des vents d'une extrême violence qui détruisent tout sur leur passage. Plus de 1800 personnes sont tuées, les dégâts sont estimés à plus de 130 milliards de dollars. On va revenir sur cet épisode tragique avec celui qui a couvert l'événement pour TF1 et LCI à l'époque, c'est Gilles Boulot. Bonjour Gilles et merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, vous présentez le journal de 20h sur TF1, mais à ce moment-là, vous venez tout juste d'être nommé correspondant aux États-Unis. On va revenir sur les jours qui précèdent. Katrina est au départ une dépression tropicale telle qu'on les connaît dans la région à cette saison. Elle touche dans un premier temps le sud de la Floride, mais jusque-là, rien ne laisse présager une telle catastrophe. C'est dans le golfe du Mexique que tout va se jouer, qu'elle va se transformer en ouragan de catégorie 5 en quelques heures à peine. Gilles, est-ce qu'à ce moment-là, les autorités américaines s'inquiètent du phénomène ? Oui, elle s'inquiète du phénomène. Vous savez qu'il y avait des chaînes d'information continue, des chaînes de météo là-bas qui parlaient de ça 24 heures sur 24 avec des questionnements. Est-ce que nous allons passer d'une force 2 à 3 à 4 à 5 ? Est-ce qu'elle va tourner vers l'ouest et menacer toute cette région, Gulfport, Biloxi, la Nouvelle-Orléans ? Ou est-ce qu'elle va traverser des champs de maïs ? Et puis l'inquiétude est montée d'heure en heure. Les États-Unis ne parlaient plus que de ça. Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être il fallait évacuer les populations, ce qui est un geste extrêmement rare. Et est-ce que cet ordre d'évacuation arrive trop tard, selon vous ? Là, les historiens sont assez partagés. Il arrive tardivement, mais il n'est suivi que par ceux qui peuvent le suivre. Donc aux États-Unis, c'est la voiture ou rien. Donc ceux qui ont des voitures dans ces régions-là partent. Et ceux qui ont des voitures, il faut avoir de l'argent pour avoir une voiture, même si on s'entasse à 5 ou 6 par voiture. Et donc quand vous êtes dans un État ou deux États, Mississippi, Louisiane, qui sont les deux plus pauvres aux États-Unis, contrairement à d'autres États, les gens n'ont pas de voiture. Vous ne partez pas à pied, il fait 38 degrés, 40 degrés à l'ombre, et donc les gens restent. Et restent les plus pauvres, et les plus pauvres sont à 95 ou 98% la population noire. Et c'est justement la Louisiane qui va être durement touchée. La Nouvelle-Orléans est inondée à 80%. Que s'est-il passé précisément ? Pourquoi autant de dégâts ? Les digues ont sauté. C'est assez simple. Donc la Nouvelle-Orléans, endroit sublime, magique aux États-Unis, est bâtie pour partie au-dessus du niveau de l'eau et pour partie au-dessous du niveau de l'eau, 4 ou 6 mètres au niveau de l'eau. Il y a donc des digues qui ont été construites depuis très longtemps. Et à la Nouvelle-Orléans, il y a des endroits qui ont toujours été habités. Le fameux quartier français, un autre quartier qui s'appelle le Garden District, et d'autres qui n'ont jamais été habités, ni par les Blancs, ni par les Indiens. Et un tout petit mot d'histoire des États-Unis, quand les esclaves noirs ont été affranchis, on leur a dit « allez donc habiter là ». Et donc, c'est très récent, le fait que ces quartiers, le fameux Lower Ninth Ward, tous ces quartiers qui ont été absolument dévastés, toutes les images qu'on voit, ça se passe là, là où il y a 100% de Noirs, et qui sont les descendants des esclaves des années 1850. Et donc, c'est pour ça que ces quartiers qui n'auraient jamais dû être habités ont été habités. Les digues ont évidemment cédé, le vent, 100 km/h, 200, voilà, tout a été ravagé, et donc cette partie-là a été détruite, alors que le quartier français est quasiment intact. Quand nous arrivons là-bas 2 jours et demi après, il est intact. Donc vous arrivez 2 jours et demi après, Qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous arrivez ? Mais qu'est-ce qui vous marque le plus ? Comme dans le film de Rossellini, Rome, ville ouverte. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de police, pas de feu rouge, pas de population. C'est un désert urbain. C'est un désert urbain dévasté, des arbres partout. Et plus vous arrivez vers ces quartiers noirs, plus le paysage est lunaire. C'est-à-dire, il y a de l'eau partout, les ponts ont été submergés, les routes ont été éventrées, soulevées, les maisons qui sont des maisonnettes en bois ont été absolument submergées, et vous voyez des gens en canoë, vous voyez des enfants sur des toits, avec ces images qu'on a vues, avec des morceaux de drap, avec marqué « Help us ». Voilà, c'est incroyable. Alors on voit des gens mourir de faim, des réfugiés qui s'entassent où ils peuvent, on assiste à des scènes de pillage aussi, à des fusillades, c'est la loi de la jungle. Et là, le monde entier voit que les États-Unis peuvent vivre un tel chaos. C'est très surprenant, c'est un choc pour l'opinion. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis et le sud des États-Unis, c'est un choc. Quand on comprend que la Nouvelle-Orléans est une ville extrêmement pauvre, avec une police extrêmement corrompue, un pouvoir politique pas très compétent, voilà, on comprend mieux ça. Si on comprend par ailleurs que les États-Unis sont un pays fédéral et non pas jacobin comme la France, on comprend aussi que la mise en route de l'aide fédérale ne va pas de soi et que c'est pas simple. Si on comprend enfin que la personne responsable de l'aide fédérale s'appelait Michael Brown, était un copain de George Bush, mais qui n'avait aucune compétence pour diriger cet organisme qu'on appelle la FEMA, qui était l'organisme de première... C'était juste un copain.
Et donc, quand on s'aperçoit qu'il n'a aucune compétence et que cet organisme ne fait pas les choses qui doivent être faites, on comprend qu'effectivement, la catastrophe va avoir une ampleur humaine inimaginable. Alors donc, tous ces gens pauvres dont nous parlions, on leur dit, ben, vous allez aller dans le stade couvert de football américain, le fameux Superdome. Ouais. Et comme il n'y a plus d'électricité, mais il fait une chaleur épouvantable. Il n'y a plus d'eau, plus de climatisation, plus de toilettes, il n'y a plus rien. Et vous avez vu ces images apocalyptiques de dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, entassés. Mais quand même, que dire de la réaction de George Bush? Il est dépassé, il est inconscient, il met 2 jours à réagir. Comment on se l'explique? George Bush est en vacances, il ne faut pas trop le déranger. Donc George Bush est à Crawford, dans son ranch au Texas, et une journée se passe, 2 journées se passent, 3 journées se passent, et au bout de 3 jours, on ose lui dire « Monsieur le Président, je pense vraiment que vous alliez là-bas ». Et donc lui interprète ça à minima, il prend Air Force One et il survole. Ouais, et donc la fameuse photo prise par le photographe de la Maison-Blanche, on voit un George Bush à travers le hublot, regardant cet océan de ruines et de décombres, avec des gens qui sont morts et d'autres qui vont mourir. Et là, ce jour-là, c'est la fin de la carrière politique de George Bush. Au même moment, sa cote de popularité s'effondre, il n'y a plus de George Bush. Tout ce qu'il dira à partir de fin août, début septembre 2005 sera inaudible. Après, il y a ce moment surréaliste où il discute avec le responsable, son copain Michael Brown, responsable des secours, et là, il convoque tous les médias, et devant tous les médias, il dit « Brownie », puisqu'il s'appelle Brown, « Brownie, you did a heck of a job ». C'est comme s'il dit « Ah, Raymond, tu as fait vraiment du bon boulot à la Nouvelle-Orléans ». Et il y a 1500 morts, 1600 morts, 1800 morts. Donc tout ce petit monde va démissionner, Brown va démissionner, le chef de la police de la Nouvelle-Orléans, le gouverneur va également sombrer. Voilà, c'est l'effondrement, le délitement de tout un système. Sur le plan racial, cet épisode soulève quelque chose, selon vous, aussi, aux États-Unis ? Il met à nu la superposition entre la césure raciale et la césure économique. C'est-à-dire que les Noirs américains, les Afro-américains sont dans la partie la moins riche des États-Unis, donc dans les quartiers les moins bien construits, et pour ce qui est de la Nouvelle-Orléans, dans des quartiers qui n'auraient jamais dû être construits. Mais si ça s'était produit à New York ou à Washington, les secours seraient arrivés plus vite, les autorités auraient réagi plus vite. C'est parce que c'est un État où c'est la communauté noire qui est largement majoritaire? Oui, c'est aussi ça, et c'est aussi parce que l'habitat était pas forcément insalubre, mais très, très fragile. Et donc voilà. Et donc, ce qui n'a pas été résolu dans le problème noir aux États-Unis, eh bien, il est là, beaucoup plus qu'à Chicago ou à New York, où il y a une bourgeoisie noire. Est-ce que la cicatrice est refermée aujourd'hui, 9 ans après? Qu'en est-il de la Louisiane? Est-ce que Barack Obama a répondu à l'attente des habitants? Qui fondaient beaucoup d'espoir en Barack Obama. Bien sûr, mais pour être retourné là-bas 1 an après Katrina, puis 5 ans après Katrina, bon, les séquelles sont terribles dans tous ces quartiers qui ont été dévastés. La démographie de la ville n'est absolument plus la même, donc une grande partie de la population noire est partie. Plus de moyens de subsistance, plus de travail, ils sont partis, certains à Seattle, certains à Chicago, ils sont allés retrouver des vagues cousins pour refaire leur vie dans des conditions très difficiles. Et puis, ce que l'on dit rarement, c'est que la Nouvelle-Orléans est devenue la 2e ville du Honduras au monde, puisque des travailleurs honduriens par dizaines de milliers sont arrivés dans les semaines qui ont suivi Katrina pour reconstruire cette ville. Il n'y avait plus de main-d'œuvre noire, et les Blancs ne faisaient pas ces travaux-là. Et donc, la nature ayant horreur du vide, des gens du Honduras sont venus, et il y a des dizaines de ressortissants du Honduras maintenant. Gilles, si je vous demande de terminer cette phrase, le 29 août 2005, c'est le jour où? Que me répondez-vous? À titre personnel, c'est le jour où j'ai redécouvert les États-Unis, qui est un pays que j'aime infiniment, sous un jour brutalement réaliste. Et c'est aussi le jour où les Américains se sont aperçus qu'ils étaient une grande puissance, qui manquait parfois de lucidité et de générosité à l'égard des plus pauvres d'entre eux. Merci beaucoup Gilles Boulot d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI. Merci.